Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Le pape François ne cesse de dénoncer, vous le savez, la corruption, les pots de vin, l'arrogance et même l'opulence de certains prélats et religieux. Il s'est donc lancé dans une opération main propre qui touche aussi la Banque du Vatican, à tel point que certains juges antimafia ont publiquement exprimé leur inquiétude pour le Saint-Père. Nous avons donc intitulé cette émission très simplement « Le pape contre la mafia » et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Isabelle de Gaumain est journaliste, vous êtes responsable du site internet du journal La Croix. Vous avez été envoyé spécial à Rome pour ce dernier et votre livre Qu'arrive-t-il à l'Église aujourd'hui est paru aux éditions Lumen Vitae. Fabrice Rizzoli est chercheur associé au Centre français de recherche sur le renseignement. Vous êtes le représentant de l'association Libera en France. Libera regroupe 1600 associations anti-mafia en Italie. Vous êtes l'auteur d'un petit dictionnaire énervé de la mafia aux éditions de L'Opportun. Eva Morletto est-elle journaliste italienne. Vous êtes notamment la correspondante en France de l'hebdomadaire Famiglia Cristiana. Vous êtes aussi une spécialiste de la mafia et des narcotrafiquants. Enfin, Stéphane Quéré est criminologue, chargé de cours sur les menaces criminelles à l'Université Paris 2. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont un consacré à la 'ndrangheta, à la manufacture des livres. Citons aussi les Planètes Mafia chez le même éditeur. Vous pensez en effet que le pape est en train de mener une véritable opération, que moi j'appelle main propre par commodité de langage, mais absolument. Et qu'elle perturbe la mafia? Absolument, parce qu'il a mis les mains sur la IOR, donc l'Institut des œuvres religieuses, oui, qui déjà dans le passé avait été protagoniste de cas de scandale, notamment dans les années 70 avec le cardinal Marcinkus. Oui. C'est-à-dire, oui, le Vatican est un sanctuaire, mais ce sanctuaire est populé même à l'intérieur, parfois de sujets qui ne sont pas complètement nets. On se rappelle que ce cardinal avait eu des relations avec un tas de gens qui, sans arriver à faire du Dan Brown à l'italienne, ils avaient tous fait une mauvaise fin. Donc le banquier Roberto Calvi, qu'on avait retrouvé pendu au pont de Blackfriars à Londres, le financier sicilien Michele Sindona, qui avait été empoisonné en prison avec un café empoisonné au cyanure, et finalement le journaliste Mino Pecorelli, qui avait fait une liste de 121 ecclésiastes liés à la maçonnerie et à la mafia. Dans cette liste, il y avait notamment le cardinal Marcinkus, et tous ces gens-là, donc Mino Pecorelli aussi avait été assassiné, donc d'une balle dans la tête. Donc tous les gens qui avaient eu affaire avec lui, ils sont morts. Et donc ça donne quand même des éléments pour réfléchir et pour comprendre pourquoi le pape maintenant veut faire voilà, de la propreté, notamment dans cette institution. Pensez-vous que la vie du pape est menacée, comme l'ont suggéré notamment certains juges? Il faut dire aussi que la mafia a beaucoup changé ces années, c'est-à-dire c'est devenu moins puissant grâce au maxi procès. Dans les années 90, c'était très puissant. Les bombes dans les cathédrales romaines ont été mises en 93. En 92, il y avait eu de la part de la mafia une véritable déclaration de guerre à l'État italien. On se rappelle avec la tuerie, l'attentat à la bombe qui avait tué les juges Falcone et Borsellino. À l'État italien, mais pas au Vatican et pas à la papauté en tant que telle, si je puis dire. Au système. Au système. Au système. Stéphane Rizzoli. Fabrice Rizzoli, excusez-moi. Le pape François, d'après vous, est objectivement, on peut imaginer qu'il puisse être menacé. Alors je dirais qu'aujourd'hui, il n'est pas menacé de la part des mafieux au sens strict, c'est-à-dire ceux qui ont subi le rite d'affiliation, parce qu'on l'a bien rappelé, la mafia est quand même bien moins puissante pour commettre ce type d'attentat éclatant. En revanche, le pape, en menant une campagne contre les complices de la mafia, c'est-à-dire la bourgeoisie mafieuse, c'est-à-dire ce corps social qui fait que les mafieux sont extrêmement puissants, alors les complices peuvent être tentés de demander un acte à la mafia en échange d'impunité, d'appel d'offres, de blanchiment dans une banque du Vatican. Le danger est là. Le procureur Gratteri, s'il l'a dit, c'est qu'il a une raison de le dire, mais il a effectivement utilisé le conditionnel. Alors, ce qui est peut-être important, c'est de voir aussi les choses à l'envers. Est-ce qu'il y a eu de fait un compagnonnage de route entre là où les mafias et l'Église catholique sous sa forme vaticane, et est-ce que vous pensez que aujourd'hui, les choses sont claires? J'avais presque envie de parler de refuge, d'une certaine façon. Eva Morletto. Donc le Vatican, c'est un paradis fiscal, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Donc on a une sorte d'archipel de Caïman au milieu de l'Italie, j'oserais dire. Et c'est pas d'aujourd'hui, donc les liens entre notamment la Banque Vaticane et de blanchiment d'argent. Si on revient au cas Marcinkus, c'était bien le cas. Il avait construit avec le banquier Calvi cette société qui avait le siège aux Bahamas, donc Cisalpina Overseas
Nassau Bank, ça s'appelait. Et donc c'était une société qui permettait, grâce au blanchiment d'argent, de financer des mouvements militaires, paramilitaires, qui étaient contre les philo-marxistes, qui dérangeaient les Vatican à l'époque. Donc ils avaient financé les Contras, ils avaient financé des mouvements, ils avaient financé même les dictatures d'Argentine et Brésil et Chili. Voilà, donc il y a bien ces activités au sein du Vatican et c'est bien un refuge pour l'argent. Après, si on parle de rapport entre Église catholique et mafieux, alors on va même sur les côtés folklore, on peut aller en Calabre et voir qu'il y a même des saintes patronnes des mafieux, comme c'est le cas en Calabre, par exemple, de la Madonna dei Polsi. Le 1er et le 2 septembre, tous les mafieux de l'Andrangheta calabraise se retrouvent à cette procession qui est largement financée, sponsorisée. Il y a des feux d'artifice magnifiques, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'argent toutes les familles mafieuses de l'Andrangheta vont là-bas et créent des alliances stratégiques, donc sous la protection de la Vierge, malgré elle, j'imagine. Mais est-ce que vous diriez qu'on a eu objectivement, en tout cas, un parallélisme qui était lié à des engagements à la fois pour la mafia et bien entendu pour l'Église, de formes de construction de droits et d'édifices en quelque sorte qui pouvaient fonctionner avec des parallèles? Oui, il y a 3 temps. Il y a l'histoire de la mafia, qui a toujours voulu contrôler le territoire, c'est-à-dire l'espace et les populations. Et à partir du moment où on est dans un 19e siècle où l'Église prétend faire la même chose, prétend contrôler l'espace et les populations, vous avez 2 entités qui ont le même but. Et elles peuvent se retrouver au sein d'une bourgeoisie mafieuse pour contrôler les populations, les ressources économiques, les esprits. Ce qui se passe plutôt pendant la période bipolaire, c'est aussi un intérêt, une convergence face à la menace communiste. À partir du moment où on est catholique, on peut raisonnablement être inquiet de l'arrivée du communisme au pouvoir quand on voit ce qui a été fait ailleurs. Alors, objectivement, on peut sceller une alliance, démocratie chrétienne et mafieux, et Vatican, pour que on bourre les urnes et pour que les communistes soient tués. Je rappelle qu'une trentaine de syndicalistes sont assassinés en 1945-46, donc il y a une vraie violence systémique. Ça, c'est la période bipolaire. Il y a par moment, même s'il est résiduel, il y a historiquement un compagnonnage de route. Il y en a, mais il notamment face au communisme. Enfin. Oui, alors au début vraiment Église qui veut contrôler les populations et mafia, une période bipolaire. À partir du moment où la menace communiste tombe, que le prétexte tombe, là les magistrats font des enquêtes, donc l'Italie retrouve quand même, si vous voulez, de la pêche face au pouvoir des mafias. Aujourd'hui, il reste à mon avis quelque chose qui est peu étudié, c'est le rôle des prêtres, si vous voulez, dans le confessionnal. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où leur message pourrait être de faire leur travail, ça il ne s'agit pas de le contester, mais en même temps ils pourraient aussi avoir un message citoyen qui consiste à dire aux mafieux qu'ils peuvent maintenant collaborer avec la justice, qu'aujourd'hui un mafieux a le droit de sortir du système, sa famille est protégée et il peut devenir un citoyen à part entière. Et là c'est encore là où se cache, à mon avis, une connivence entre le prêtre et le mafieux. Je voudrais juste rajouter qu'en fait c'est pas forcément les papes qui étaient au courant des affaires en précédence, parce que dans le Vatican, il y a des lobbies, il y a des personnes qui agissent pour leur propre intérêt. Donc, par exemple, là, on voit dans ces derniers temps, le pape François a mis de façon élégante et discrète de côté un peu Monsieur Tarcisio Bertone, qui était le bras droit de Benoît XVI et qui avait été suspecté, qu'il avait été aussi présidente de la IOR et donc qui avait été suspecté suspecté de corruption. Voilà, donc il n'y a pas forcément le pape, le protagoniste de l'histoire, mais il y a des sujets qui sont mêlés, qui font partie de lobby. Même un juge antiterroriste qui nous dit dans ce reportage, ce pape va trop vite. Enfin, il ne le reproche pas, mais il dit ça va extrêmement vite et on se rend compte qu'on peut avoir des comptes qui appartiennent à la mafia et on peut imaginer aussi qu'il y ait eu des liens en quelque sorte, notamment pour du blanchiment d'argent d'organisations terroristes. Ce sont quand même des accusations extrêmement graves et lui semble réellement avoir des inquiétudes. Il dit il dérange et il y aura quoi qu'il arrive des réponses. Qu'en pensez-vous ? Oui, il faut remettre tout ça dans la complexité. Vous avez des grands systèmes de blanchiment. Le Vatican, par ses banques, fait partie
souvent de ces grands systèmes de blanchiment. Et dans ces grands systèmes de blanchiment, de l'argent de plusieurs provenances vient. Si vous voulez, on ne scelle pas forcément une alliance avec un organisme terroriste quand on est au Vatican. Ce sont les banques qui gèrent ces flux financiers et qui vont là où on peut blanchir facilement, sans trace, et puis surtout on peut réinvestir dans des projets de grande envergure. Parce que pour qu'il y ait blanchiment, c'est pas... voilà. Donc c'est vrai. Gratteri dit, parce qu'il doit avoir quelques informations que nous n'avons pas, peut-être une ou deux écoutes téléphoniques, où, à mon avis, des gens très haut placés se plaignent aux mafieux, et les messages circulent en prison d'une manière ou d'une autre. Donc il alerte pour que ça soit sur la place publique et que ça devienne beaucoup plus compliqué pour les mafieux et leurs complices d'agir. Voilà, je raisonnerais comme ça. Le dire est une façon de protéger aussi le pape, c'est ça? Ah ben oui, plus c'est public et plus c'est difficile d'atteindre l'icône. Il prend au sérieux ces menaces. Parce qu'il fait pas, c'est pas de la com, on n'est pas dans de la com au sens le plus déplaisant du terme. Si un magistrat antimafia comme Gratteri, qui depuis 20 ans lutte contre la mafia calabraise, expose publiquement une menace, c'est qu'il y croit. Je ne pense pas qu'il joue. Nous sommes d'accord. Eva Morletto. Si je le vois du côté du pape, je ne dirais pas qu'il va trop vite, dans le sens que, au contraire, c'est stratégique, car il est en train d'exploiter ces moments de popularité incroyables qu'il a, grâce à son attitude proche du peuple, qui est un peu révolutionnaire par rapport à l'attitude de Benoît XVI, comment il était perçu par les gens. Donc, grâce à ça gratifie déjà une sorte de protection, parce que voilà, il est au centre de l'attention médiatique. Donc, comme disait justement Fabrice, on ne va pas déranger quelqu'un qui est au centre de l'attention médiatique sans en avoir des conséquences très lourdes. En même temps, il y avait déjà eu toujours un précédent, moi j'aime bien l'histoire, donc le cas de Jean-Paul Ier, qui était mort juste après 33 jours de pontificat. Donc il était mort d'infarctus, mais là aussi c'était un moment très délicat de l'Église où ce pape dérangeait. C'était le premier pape qu'après l'élection s'était adressé directement à la foule. Personne ne se rappelle parce que son pontificat était très bref, mais son exemple a été suivi juste après par Jean-Paul II. Donc ce pape est mort. Une partie de la presse italienne avait demandé une autopsie, sauf que c'était contraire au protocole Vatican. Donc cette autopsie n'a jamais eu lieu. Vous pensez qu'elle aurait été nécessaire, vous ? Peut-être oui, parce qu'en fait, ça a donné, ça a ouvert les portes à beaucoup de suspicions et de suppositions qui durent encore maintenant. Il y a une journaliste d'enquête britannique, David Yellop, qu'à l'époque, 6 ans après les faits, avait fait toute une théorie du complot sur cette affaire qui avait bien sûr eu beaucoup de contestations, mais donc ça existe encore des doutes sur cette histoire. Donc, voilà. Normal qu'on s'interroge, Stéphane Carré. Il y a une autre affaire aussi qui est intéressante, qui est aussi dans cette période-là, c'était en 83 de mémoire, la disparition d'Emmanuel Orlandi, 15 ans, fille d'un haut fonctionnaire du Vatican, qui est portée disparue depuis. On suppose qu'elle est morte. Depuis, il y a des gens qui sont de ce qu'on appelle la bande de la Magliana, qui est une pègre très importante liée aux mafias, qui ont été mis en examen dans cette affaire-là. Et on pense que son enlèvement est lié au fait que son père aurait pu tomber sur des documents confidentiels impliquant la Banque du Vatican. Dans cette affaire-là, on retrouve un caïd de... Donc un kidnapping préventif pour empêcher un homme de parler. Pour faire pression, oui. Et dans cette affaire-là, on trouve un boss important qui s'appelle Enrico De Pedis, qui bizarrement a eu le droit, l'honneur suprême, d'être enterré dans une chapelle du Vatican. Donc ce qui posait non, un pas petit du peu... Vatican, une église de Rome, je crois. Enfin, voilà, avec l'accord en tout cas des hautes instances du Vatican. Juste de après Rome. En fait, il était très lié à l'église romaine. Peut-être pas le Vatican. Qui est ce personnage? Juste après son assassinat en 90. C'était un chef de clan. C'était un chef de clan important qui était lié aux différentes mafias du sud de l'Italie. Il y a un film Romanzo Criminal qui raconte qui est un peu lié à ça, aux hommes politiques, à la loge P2. Enfin, c'est l'Italie des années 70 et 80. Oui, le problème de la menace aussi, c'est qu'il faut voir que les mafieux sont très inventifs. Là, on parle de mort parce qu'on parle du pape, de mort d'homme. Mais en réalité, je songe à des campagnes de diffamation, de calomnie. Il expliquait qu'on peut enlever quelqu'un qui est proche d'eux. Donc, si vous voulez, la menace peut être, vous voyez, un peu élargie. On a cette question de téléspectateurs. Les mafieux sont-ils comme dans les vieux films à l'église? Tous les dimanches, fervents ou est-ce un mythe? Alors voilà, c'est
Et nous, on a été élevés aussi par le cinéma. On a des prêtres calabrais qui reçoivent toutes les semaines des confessions de mafieux qui parlent de leur activité. Enfin, ça paraît extraordinaire et en même temps, y compris chez la confession et la confession. Y compris chez des personnes qui sont recherchées depuis des années. Il y a des confesseurs qui vont les voir dans leur cachette. Ça arrive. Sans compter toute la vie religieuse d'une personne, le baptême, le mariage, les funérailles de mafieux, où là c'est une démonstration de force, de la puissance des mafias sur le territoire, où là c'est accepté parfois par certains prêtres. Eva Morletto. Oui, il y a des anecdotes que si c'était pas tragique, ça serait presque amusant. Par exemple, l'évêque de Locri, Locri c'est la Locride, donc une mini-région dans la région Calabre, et c'est un fief de l'Andrangheta très important, a excommunié les mafieux le jour où ils ont abîmé son verger, c'est-à-dire son potager. Mais avant, ils avaient tué des dizaines de personnes, mais il s'est particulièrement énervé le jour où ils ont abîmé son verger, donc il a décidé d'excommunier ce jour-là les mafieux. L'évêque de Reggio Calabria, donc le chef-lieu de la Calabre, pareil, il a refusé de prendre position contre l'Andrangheta, et dès qu'un boss mafieux a été arrêté, il a dit probablement ça pourrait aussi être une erreur judiciaire, sauf qu'il n'y avait pas d'erreur judiciaire, la condamnation était bien là, mais il a pris ses distances. Il y a des filles de boss mafieux, comme c'était le cas de Mademoiselle Candello, qui est exposante d'une énorme famille de l'Andrangheta, qui s'est mariée dans la cathédrale de Reggio Calabria. Donc tout le monde, même c'est pas peut-être connu à l'étranger, mais tout le monde là-bas sait qui est cette famille. Et donc malgré ça, il paraît même qu'il a reçu la bénédiction du pape. Vous me décrivez le parrain là, vous me décrivez le parrain 1, 2 et 3, enfin surtout le 3 d'ailleurs. On a aussi des prêtres qui vont témoigner au procès pour des mafieux en disant c'est un bon père de famille, il aide les finances, etc. Et pas seulement en Italie, dans les communautés italiennes des États-Unis ou du Canada, on retrouve ce genre de connexion. Que vous diriez qu'on a eu objectivement, en tout cas, un parallélisme qui était lié à des engagements à la fois pour la mafia et bien entendu pour l'Église, de formes de construction de droits et d'édifices en quelque sorte qui pouvaient fonctionner avec des parallèles. Mais ce qui est très intéressant dans le reportage que vous avez montré, c'est cette femme, l'autre, qui dit que, elle croit à l'Église parce que c'est au-dessus de l'état de droit. Voilà où se niche le problème. Voilà où, à un moment ou un autre, en toute objectivité, parce que je serai moins sévère pour la célébration de tout ce qui est les rites catholiques qui doivent être célébrés, sinon il ne fait pas son travail, le prêtre. Se niche là, à un moment, des valeurs communes, parfois, entre celui qui croit et le mafieux. À quoi il croit, pardon. Un principe supérieur. À un ordre supérieur à celui de l'état de droit. Et c'est là que se niche une complicité presque inconsciente et subjective qui fait qu'il rapproche les deux. Donc une fois encore, le prêtre doit marier la femme du boss mafieux, sa fille, doit faire les funérailles, etc. Mais si malgré tout, dans les textes de l'Église, il est écrit qu'il ne faut pas tuer, qu'il faut aider son prochain, il peut quand même avoir une phrase en disant que le mafieux doit changer de vie pour se conforter aux lois du Christ et pour se conforter à celles de l'état de droit. Le prêtre ne peut pas se sentir en dehors de la société sous prétexte qu'il croit à des lois qui sont supérieures à l'état de droit. Eva Morletto. Je voudrais juste rajouter une chose qui me semble très importante. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un message clair, homogène de la part de l'Église locale et des archevêques locaux. Il y a eu des lettres à partir de 1975 où une lettre, par exemple, qui avait été signée par tous les évêques de la Calabre, qui était contre la mafia, qui s'est déclaré contre la mafia, mais n'a pas été suivi par des faits, donc par une action concrète, cohérente, de lutte contre la mafia. Donc on laisse l'initiative individuelle, donc à des prêtres martyrs, comme Don Puglisi en Sicile, je pourrais citer Don La Rosa à Palermo, qui s'est mis debout sur une étale de marché à la Vucceria pour faire une prêche enflammée contre la mafia. Donc on laisse l'initiative à ces personnes très courageuses, prêtes à sacrifier leur vie, mais après ils ne sont pas soutenus globalement par tous les évêques, ce qui me paraît très important, qu'il n'y a pas une action cohérente. Vous avez employé un terme sur lequel je ne vous ai pas interrompu en parlant de complicité dans le contrôle de la population. Que vouliez-vous dire ?
Mais c'est parce que la démarche de l'Église n'a pas été toujours celle de la séparation entre les idées et tout ce que les gens font au quotidien, le séculaire et le reste. Donc à partir du moment où l'Église avait une véritable vocation de contrôler toutes les populations, à partir du moment où c'était des prêtres qui donnaient cours dans les écoles, on comprend qu'il y a une vocation de contrôle des populations. Il ne faut pas voir le terme contrôle obligatoirement comme chose d'abject. Il y a administrer le territoire. Administrer le territoire. La mafia veut aussi administrer le territoire. Elle rencontre une autre entité qui veut aussi administrer le territoire, c'est-à-dire les personnes et l'espace. Et donc, il peut y avoir connivence. Mais de nos jours, ça a quand même un petit peu reculé par rapport à il y a un siècle et surtout par rapport à la période bipolaire. Alors, pour ce que j'ai compris, en tout cas, Maxime Vauthier et Grégory Roudier, pendant le reportage, ont été visiblement suivis par des types qui étaient là tout le temps. Et puis au moment où ils ont fini par s'interroger en disant mais qui sont ces... et visiblement, le prêtre lui a dit ce sont très probablement des gars de la mafia. Ils vous suivent depuis le début de votre reportage. Ils regardaient gentiment ce qui se passait. C'est le contrôle du territoire. C'est du contrôle du territoire. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste, pour que les téléspectateurs comprennent bien, on est en Italie, on n'est pas en France. Donc c'est pas la laïcité à la française. L'Italie, ça a une autre tradition. Effectivement, l'Église italienne, elle est très importante encore aujourd'hui sur le terrain. Ouais. C'est un acteur social et économique extrêmement important. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte. Vous pensez en effet que le pape est en train de mener une véritable opération, que moi j'appelle main propre par commodité de langage, mais absolument. Et qu'elle perturbe la mafia? Le pape François, avant d'être pape, a été évêque, en Argentine notamment. Et donc, je pense que la curie savait très bien qu'il était un très bon communicateur, proche du peuple. D'ailleurs, ça a commencé tout de suite en prenant le nom de Francesco, qui est donc le saint proche du peuple. Mais il avait quand même bien démontré en Argentine qu'il n'était pas si progressiste que ça. Notamment, il y a eu un conflit avec Christine Kirchner. Donc, il était bien contre les mariages homosexuels, contre l'avortement, contre l'euthanasie. Il y a eu, voilà, il n'a jamais pris clairement... Il s'agit de la présidente argentine. Oui, excusez-moi. Donc, il n'a jamais pris clairement position contre la dictature. Et finalement, il avait protégé, il avait protégé à travers les couvents jésuites, donc les prêtres qui pratiquaient la théologie de la libération. Ça, on le sait, mais lui-même ne s'est pas mis en première ligne. Donc, du coup, il est progressiste. Il dénonçait déjà les cartels de la mafia locale. Hein. Oui, mais il a quand même au niveau théologique, dogmatique, un côté conservateur. Il ne peut pas être Che Guevara non plus. Il est pape. Oui. Voilà. Oui, il y a le dogme, il y a aussi dans le dogme la tolérance. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'exclure sous prétexte que la personne... voilà. On passe, et non pas on pape, on passe aux questions SMS. Le pape François va-t-il subir le même sort que Jean-Paul Ier, dont on dit qu'il a été assassiné à vouloir mettre son nez dans les finances du Vatican? C'est aussi notre période. Jean-Paul Ier, c'est les années 70, on est en pleine guerre froide. Oui. Le Vatican est au cœur de tout un système anticommuniste, on l'a dit tout à l'heure, avec la loge P2, avec des forces, des services de renseignement italiens, américains. Il y avait des rumeurs folles, hein. Il y avait des gens qui disaient c'est le dernier pape, enfin voilà. Il y a des complots, mais il n'y a pas des complots partout non plus. Mais voilà, on est dans une période où il y a des attentats d'extrême droite, d'extrême gauche attribués à l'extrême droite, d'extrême droite. Enfin, on est dans une Italie en plein bouleversement à l'époque, puisque c'était un maillon faible. En Europe, avec un parti communiste fort, ce qui explique la force de la démocratie chrétienne. Et ça explique aussi, en 92-93, des attentats, puisque le mur de Berlin n'existe plus, on n'a plus besoin de la démocratie chrétienne, et donc il faut changer les alliances entre mafia et politique. Le discours du pape Jean-Paul II, le 9 mai 93, arrive après la chute du mur. Ouais. Avant, il n'y a pas réellement d'idéologie contre la mafia. Eva Morletto? Mais c'est surtout la mafia qui a changé aussi, parce que par exemple l'Andrangheta qui était minoritaire, là on parle des années 70 où les intérêts de la mafia étaient complètement italiens. Là on a une Andrangheta qui a que 1/5 de ses intérêts en Italie et voilà, et 80% de ses intérêts sont à l'étranger, sont dans les trafics mondiaux de cocaïne, sont dans des sujets qui dépassent même le Vatican. Donc c'est juste. Vous voyez, les curiosités sont diverses. La loge P2 existe-t-elle toujours? Alors, en théorie, non. Non. Je rappelle que la loge P2 est... On rappelle en 3 mots ce dont il s'agit. Alors, la loge P2, Propaganda Due, est une loge à l'intérieur du Grand Orient, mais qui avait une particularité très très importante, qui est qu'on devait taire
l'appartenance à cette loge, y compris au sein de l'obédience, ce qui ne se fait pas d'habitude. Et ce secret assez... C'est très compliqué ces affaires de loge, hein. Ouh là là. Assez absolu. Non, normalement c'est relativement simple. Au moins, la discrétion au sein de la franc-maçonnerie se joue à l'échelle de l'obédience. Là, en l'occurrence, c'était carrément un secret absolu à l'intérieur de cette loge. Mais le plus grave dans cette histoire, c'est que c'était une loge subversive. C'est-à-dire qu'elle regroupait des gens d'horizons très différents qui ont du pouvoir, hommes politiques, services de renseignement, militaires, journalistes, des gens en capacité de conditionner la vie politique italienne, et elles ont eu un rôle extrêmement important tout au long de la guerre froide. Elle est révélée dès 1982, cette loge. On trouve même le listing. Et comme la magistrature italienne fait parfois très bien son travail, il y a un procès. On découvre que M. Silvio Berlusconi appartient à cette loge. Celui-ci nie son appartenance devant le juge, ce qui lui fait être condamné. Car je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, c'était le seul objet de condamnation de M. Berlusconi. Aujourd'hui, elle est censée être dissoute, mais on a des enquêtes qui montrent qu'il y a eu des tentatives de recréer des loges, on va dire, comme ça, secrètes, déviées de leur objet initial. Vous pensez que c'est un fantasme ou que ça peut renaître de ses cendres, si je puis dire? Absolument. D'ailleurs, des éléments de services secrets déviés ou des éléments de la maçonnerie déviée, je vais dire, peut-être ça s'appelleront plus la Loggia P2, auront un autre nom, mais ça existeront toujours. Non, mais ça me faisait sourire ce que disait Fabrice, parce qu'il disait Berlusconi était dans la Loge P2. Et donc Berlusconi, un peu comme Giulio Andreotti, a été accusé de tout, sauf peut-être de guerre avec Hannibal. Donc, un dernier mot là-dessus. La Loge P2, à l'époque, était subversive et affairiste. Ouais. De nos jours, elle serait plus affairiste tout court. Le Vatican est-il vraiment très riche? Est-ce que là aussi on fait... Qu'est-ce qu'on sait? Je crois que le problème, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Voilà. C'est le travail du pape François en ce moment, parce qu'il y a un grand patrimoine immobilier. Quand il y a eu les accords du Latran, et qu'il y a donc cet accord entre l'État, l'Italien... Il va publier tout ça, puisque apparemment, si j'ai bien compris, ces commissions quand même... Parce qu'en France, depuis la 4ème République, on sait qu'une commission, c'est fait pour que surtout rien ne bouge. Donc là, on a l'impression que c'est le cas. J'ai bien dit en France. Là, en Italie, les commissions sont disponibles sur Internet, y compris celles contre la mafia, la Loge P2, contre les attentats terroristes. Là, on a l'impression exactement du contraire. C'est des cabinets d'audit anglo-saxons, donc qui ont quand même une forme de transparence professionnelle. On a enfin, moi je me souviens quand j'étais journaliste, on ne pouvait jamais avoir les comptes de l'IOR, de la Banque du Vatican. Donc, et quand on nous donnait le budget du Vatican, c'était alors à la fois en euros, en dollars, c'était n'importe quoi, on n'avait jamais rien. Il y a les œuvres là, d'art, pour la première fois, on nous a enfin donné les comptes de la Banque du Vatican. La chapelle Sixtine. Il y a aussi des richesses immatérielles. Oui, immatérielles, mais parfaitement matérielles. Il y a surtout une polémique sur le fait que l'Église Vaticane a énormément d'immeubles et qui ne payent pas les taxes foncières, c'est-à-dire les taxes sur les immeubles. Donc il y a une énorme polémique qui se poursuit depuis un moment sur ça. J'aime beaucoup la prochaine question, parce que je me la suis posée moi-même, c'est qui peut ouvrir un compte à la Banque du Vatican? Toute congrégation religieuse, toute personne religieuse, et en fait tout, et c'est là où il y a le problème, je pense, toute personne qui travaille au Vatican. Donc ces fameuses personnes dont je vous parlais tout à l'heure. Nous deux, on ne peut pas ouvrir. Enfin, vous pouviez quand vous y étiez? Non, moi je ne travaillais pas au Vatican, moi je travaillais pour mon journal. Oui, quand vous étiez accrédité auprès du Vatican. Ah oui, mais j'étais absolument pas une citoyenne du Vatican, etc. Non, je n'avais pas eu un petit carnet de chèques sur Absolument pas, je vous le jure. Non, par contre, il fallait que je monte mon passeport à chaque fois. Par contre, tous les employés du Vatican, effectivement, et donc en fait, là, ils sont en train de s'apercevoir, ils sont en train de fermer des comptes, mais en fait, il y avait quand même un peu d'argent pour des retraités du Vatican, donc ils commencent à râler. Enfin, cette opération, elle est compliquée à mener quand même. Voilà un prêtre très courageux, il provoque la mafia au péril de sa vie. Est-il protégé? C'est la préfecture de police avec la direction départementale antimafia qui évalue les menaces et qui donne une escorte avec un nombre de policiers. Mais il y a aussi un problème financier, parce qu'il faut payer l'escorte en question. Donc ça pose un problème en Italie, beaucoup. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir sur ce thème du pape contre la mafia. Je vous cite simplement la dernière question à laquelle nous ne répondrons pas. Le pape François est-il le libérateur du Vatican? Voilà en tout cas les questions qui se posent désormais. 22h40 pour la rediffusion de cette émission. Merci d'y avoir participé. Merci vous de l'avoir suivi. Demain 17h45, nouveau C'est dans l'air, et auparavant Axel de Tarlet et son invité. Passez une très bonne soirée sur France 5. À demain. C'est dans l'air et c'est aussi sur France5.fr.